Salut les amis, c'est Guillaume, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, caractère un peu différent, fini les tutos, fini les vlogs. On va parler justement d'une marque, pas n'importe laquelle. On va s'attaquer à Sony, mais ça, c'est juste après l'intro. Donc voilà, aujourd'hui, nouveau contenu, on s'attaque aux marques, on va parler d'histoire de marques, comment elles ont été créées, comment elles sont arrivées là où elles en sont aujourd'hui. Et Sony, c'est vraiment un gros bébé, il y a eu beaucoup de recherches que j'ai dû faire dessus. Et si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à vous abonner, à partager la vidéo, à mettre un petit like, ou même me proposer des fois d'autres marques que vous voulez voir en vidéo, parce que je prends mon pied à faire des recherches sur des marques et à en découvrir pour vous le raconter justement. C'est le reportage, l'interview, la découverte, c'est vraiment ce que j'aime de plus en plus, et j'ai envie de vous partager ça. Mais justement, on va être plus proche, plus intime pour ce genre de vidéo. Donc, ok Google, éteins le mur du studio. On va passer quand même dans un mood un peu plus dark, un peu plus sombre, parce qu'il y a beaucoup de choses. Et on va plonger justement dans le vif du sujet tout de suite, en s'intéressant à Sony. Vous connaissez tous Sony, vous savez qu'ils nous font des super boîtiers. On a eu récemment la 7S3, la 7C, voilà, du plein format, mais Sony fait aussi de la PSC. Avant, faisait du réflexe, mais avant ça, qu'est-ce que faisait Sony? Ils n'étaient pas dans le milieu, ils n'étaient pas dans l'industrie de l'audiovisuel. Et ça, on va en parler, mais on va remonter un peu le temps. On va partir en 1928 et on va s'attaquer à Minolta. Donc tout commence en 1928 quand Kazuyo Tashima, le futur créateur de Minolta, va s'intéresser pendant un petit voyage à Paris et rencontrer un ingénieur allemand. Ils vont s'intéresser à l'industrie de l'optique. Et à son retour en Japon, il va créer la Japan German Camera Co. Et justement, quelques années plus tard, en 1931, il rebaptise le nom de l'entreprise et va l'appeler Minolta. Quelques années plus tard, justement, ils vont se mettre à créer leurs premières optiques, puisqu'à la base, Minolta, ils rachetaient leurs optiques au plus grand fournisseur, on va dire, de l'époque, qui fournissait également Pentax, Konica aussi. Et justement, retenez bien Konica parce qu'on va y revenir dans quelques instants, parce qu'il y a quand même du petit croustillant. A la base, il faut savoir que les boîtiers justement de chez Minolta sont vraiment orientés pour l'armée justement japonaise qui fait des petits reportages comme quasiment toutes les armées, ils ont besoin d'un boîtier. Mais justement, comme Minolta, ils sont nouveaux dans le game, et ils connaissent pas grand chose, ils n'ont pas forcément beaucoup de nouveautés et ils vont s'inspirer, même copier, tout ce qui va être Zeiss et Leica. Mais bon, on va pas leur en vouloir parce que les boîtiers étaient quand même sympas pour l'époque et aujourd'hui ça fait des belles pièces de collection. Je vais vous sauter les années 50, 60 et 70 parce que pour toutes les marques, on va dire pour Canon, Pentax, Minolta, Konica, c'est pareil, ça a été un peu le train-train de ces années-là, le développement un petit peu. Mais ça on pourra revenir plus tard dans une prochaine vidéo si ça vous intéresse. Mais sinon, il y a une grosse date à retenir qui est vraiment ultra importante parce que Minolta va casser le game en février 1985 en lançant le premier réflexe autofocus. Et justement, Canon va être à la ramasse. Mais justement, ils ont oublié un truc, ils n'ont pas pensé à quelque chose, c'est que leurs objectifs ne sont plus compatibles avec ces nouveaux boîtiers parce qu'ils embarquent la monture A. Et cette monture A doit vous dire quelque chose, parce que c'est la future monture des boîtiers Sony. Mais ça, on va continuer pour y arriver justement. Donc comme je te le disais, la monture, les objectifs, ils vont plus sur les boîtiers. Et justement, les minoltistes vont en avoir un peu marre de ce changement de monture pour le boîtier, tout ça, et vont se rabattre sur Canon et Nikon. Donc là, ça commence à devenir compliqué pour Minolta, et puis t'as la crise en même temps financière qui est arrivée, et Minolta commence à faire la gueule. Mais surtout, il faut penser à un truc, c'est que Fuji a lancé ces petits jetables qui ont fait un tabac partout dans le monde. Même toi, t'as dû t'en servir. Tout le monde a eu un jour entre ses mains un jetable, sauf on va dire peut-être les 2000, toi-même tu sais. Donc voilà, Fuji lance ces jetables qui font un carton, mais même la vidéo commence à se démocratiser de plus en plus et la photo commence à être un peu abandonnée justement au profit de la vidéo. Donc les années 90 sont très dures pour Minolta. En 1995, donc pendant leur crise, Minolta va quand même lancer un boîtier, le premier DSLR. Fini la pellicule, bonjour le capteur. C'est Minolta qui a créé le premier DSLR, les gars. Donc pour vous dire, on est quand même à un niveau de production, je pense qu'on n'est pas loin. Même si vous savez que Kodak a voulu se lancer justement dans le numérique et ils ont abandonné justement cette idée. Et ça, allez voir la vidéo d'Hardis qui en a parlé justement et c'était super intéressant. Un an après, fini le plein format, il s'attaque à l'APS-C, mais ça n'a pas du tout, disons, le retour qu'il pensait, même si Minolta va continuer d'innover avec contrôle à distance, les flashs, un autofocus performant. Ça voilà, ça, la marque elle prend pas. Canon s'est déjà installé, Nikon aussi, le milieu de la photo devient très compliqué. Justement, je vous avais parlé de Konica, vous vous en souvenez? Konica, c'est aussi un fabricant, c'est aussi
on va dire, un bon poids du game de la photo. Et ben Konica et Minolta, en 2003, ils fusionnent. Et ça deviendra justement Konica et Minolta que tout le monde connaît un peu aujourd'hui. Moi justement j'ai commencé la photo avec un Minolta. Et donc Konica et Minolta ça me dit beaucoup de choses. En 2005, Konica et Minolta vont casser le game et travailler avec Sony sur le réflexe. Mais un an après, la grosse bombe arrive. Konica et Minolta se retirent du milieu de la photo. Et Sony va justement racheter tout le département photographie de Konica Minolta avec les ingénieurs, tout ça, et va justement développer sa gamme Alpha. Parce que ça y est, Sony met un pied dans le game et va arriver fort avec justement un gros bagage. Sony vient de créer le premier Alpha, le premier boîtier Sony avec justement la monture A, qui est la monture de chez Minolta parce qu'ils vont réutiliser leurs objectifs pour le moment. Mais après, en 2010, c'est là que tout explose. Sony lance le premier APS-C hybride, je pense que vous en avez entendu parler, le Nex 3 et le Nex 5, qui sont les premiers APS-C qui sont entre guillemets le même form factor que la gamme des A6000, les premiers hybrides. Fini le miroir, Sony s'attaque vraiment à l'hybride. Et justement, quelques années plus tard, Sony lance la gamme des A7 et la gamme A9, qui vont vraiment révolutionner un peu l'audiovisuel et mettre un grand coup d'accélérateur dans tout ce qui va être surtout vidéo. Aujourd'hui, la 7S3 existe, la 7R4, la 7C qui vient d'être lancée, qui est un petit bijou je trouve quand même. Voilà à peu près l'histoire de Sony. Il y a eu beaucoup de choses, Sony a un gros bagage d'une centaine d'années derrière elle, qui ont permis de vraiment de mettre un grand coup dans le game, et aujourd'hui, qui est justement l'un des plus grands leaders de ce milieu. Et justement, en faisant toutes ces recherches, ça m'a donné envie encore d'aller plus loin et de m'intéresser à Canon et à Nikon. Donc si jamais ça vous tente, dites-le moi en commentaire, mais je pense qu'on devrait se faire une bonne petite vidéo sur Canon parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Si jamais celle-ci vous a plu de vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à commenter la vidéo, à mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez également me suivre sur Instagram et sur Twitter. Je suis beaucoup plus actif sur Instagram parce que j'aime beaucoup plus cette plateforme, c'est plus facile d'échanger ensemble je trouve. Et sinon, si vous avez des envies, des questions, dites-le moi en commentaire, je serai là pour vous répondre et merci d'être là. On est quasiment 200 sur cette chaîne. C'est pas grand chose, vous me direz, mais imaginez-vous 200 personnes face à vous. Et ça, c'est la communauté que j'ai aujourd'hui et franchement, merci à tous d'être là. Ça me fait plaisir et ça me fait plaisir de vous produire ce contenu, c'est pas une corvée, c'est un bonheur de vous faire des recherches comme ça, de m'impliquer dans ce genre de vidéos. Sinon, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Shootez bien, prenez soin de vous, c'était Guillaume. Ciao!